dis souvent, le football, c'est un éternel reprouvement. Il ne faudrait pas que le doute s'accapare dans nos têtes. C'est bien beau de faire des plans sur la comète, mais à force de dire que si... moi, en tout cas, avec des scies, je coupe du bois, mais... Jusqu'à minuit, c'est l'after-foot. Jean-Louis Tour. Jusqu'à minuit avec les drôles de dames qui se préparent pour les avis tranchés du lundi et à venir également l'affaire des pénaltys déclinée au niveau européen. RMC, il est 23h. Sur RMC, sur BFM Sport avec Daniel Riolo et Pierre Ducrot comme depuis 22h. C'est le moment d'accueillir nos drôles de dames. L'Italie avec Simone Rovera. Salut Simone, ciao. Ciao, buonasera, bonsoir. Fred Hermel en Espagne. Salut Fred. Hola chicos. Philippe Auclair en Angleterre. Salut Philippe. Qui vous salue bien. Jean-Louis, Daniel et Pierre. Et salut Philippe. Et David Lorto en Allemagne. Salut David. Salut messieurs, salut à tous. Salut Lorto. Vous allez bien, vous êtes en forme? Parfait. Pas trop mal. Ça va. Très bien. Très bien. Tiens, avant de parler de vos championnats, de vos donc je confirme que le micro était ouvert pendant la pub. Ah oui. On a tout entendu sur Jean-Claude. C'est pas très grave parce que ce que j'ai dit, je l'ai dit juste avant, micro ouvert à l'antenne. Ouais, t'auras pas, c'est beaucoup moins de grave chantage, que etc. avec la cassette. Attendez. Qu'est-ce que tu dis, Fred? Exactement, Fred. Ce que dire off comme ça, micro à c'est peine moins fermé, grave que Daniel, ce que je dis quand c'est allumé. Par rapport à ce qu'il raconte d'habitude, micro ouvert. Et en plus, il est payé pour ça. Voilà. C'est vrai. Bon, avant de débriefer bien, on va vos pas se championnats, de ce qui s'est passé, de débriefer ce qui s'est passé tout au long du week-end, est-ce que vous avez des petites histoires de penalty, de joueurs qui se bagarrent pour aller tirer un penalty et que ça fait tout un foin dans le club en question? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Ah, vous en avez tous. On a surtout ici en Espagne Fred. des réactions à ce qui s'est passé ici. Parce qu'on s'y En attendait. plus, oui. Ah bah oui. Ils n'attendaient que ça, forcément. Par rapport à ça, c'est-à-dire que l'objectivité des Espagnols. Non, excusez-moi, Neymar était un joueur majeur de la Ligue espagnole. Je peux vous dire que les chiffres de la chaîne ici qui diffuse les matchs de la Ligue 1 et du PSG en particulier, ça explose. Bien entendu, tout le monde voit Neymar. C'est normal. Enfin, les gens qui aiment le foot veulent voir Neymar au PSG. Non, mais donc il y a un retentissement partout en Europe. Mais est-ce que vous avez des histoires similaires, Simonet? Oui, et la chose drôle, à mon avis, c'est que les deux histoires principales regardent les mêmes joueurs, qui est Simone Inzaghi, aujourd'hui coach extraordinaire pour ce qu'il fait avec Lazio, qui pour 2 fois, il allait choper un penalty, au moins une fois essayé, l'autre n'a pas réussi, une fois à Crespo. Lui joue avec la Lazio, il prend le ballon, il se dispute avec Crespo, fait une panenka, il les rate. Donc, dérision totale. C'est con ça. Au moins, tu réussis le joueur péno, tire-le genre là sur le coup, mais tente pas ça. Sur ce coup, voilà. Et 4 ans plus tard, il refait la même chose. Il va prendre le ballon, il veut tirer les pénaltys, sauf qu'en face, il n'y a pas Crespo, il y a Paolo Di Canio, qui se reprend le ballon. Il marque le penalty. Et après, il va engueuler Simone Inzaghi à la moitié du terrain en disant: c'est la dernière fois que tu fais cette chose. Qui te l'a fait à moi surtout. Et après d'autres belles histoires. En plus, avec Di Canio, on valait mieux pas rigoler. Non, non. Un Eto'o face à Balotelli, avec Balotelli qui veut voler les pénaltys à Eto'o. Eto'o lui fait comprendre, mon ami. Il s'appelle Samuel Eto'o. Je m'appelle Samuel Eto'o. Il y a un Osvaldo qui va piquer un penalty à Totti, et Totti qui ne comprend pas comment Osvaldo. Qu'est-ce qu'il est devenu, Pablo Osvaldo? Il chante. Ah bon? Il chante, il a arrêté le football. Parce qu'il a eu son moment un peu de gloire. J'avais complètement oublié ce joueur. Il est fini même au Boca Juniors. Maintenant, il a arrêté le football. J'avais complètement oublié. Il chante du rock. Et donc, il allait prendre un péno à Totti. Voilà. Et il a il va tranquille, en toute tranquillité. Il y a un péno. Francesco, tu me le laisses? Et il l'a loupé. Bien sûr, il l'a loupé. Existe. Et encore une petite histoire. Une dernière, Simonet. Il avait 12 histoires. Parce que ça, c'est encore meilleur, à mon avis. Penalty pour la Juve. Dybala, Pogba, Morata. Et les 3 se regardent. C'est Pogba qui doit tirer. Au final, c'est Dybala qui prend le ballon. Parce que c'est Allegri qui, à la fin de match, dit: moi, je décide de 3 joueurs chaque fois qui peuvent tirer. Non, et c'est moi qui décide entre les 3 après. Et donc, j'ai décidé c'est Dybala
Pogba était celui qui voulait frapper le penalty, mais en dernier instant, c'est c'est pas mal, l'entraîneur ça aussi, pendant les matchs qui décide qui frappe. On l'a pas entendu ça dans les possibilités. Il a mis du balai. Voilà. Philippe, je t'ai entendu aussi vite fait en Angleterre, t'as eu ça? Oui, on a eu ça ce week-end en fait. On a eu ça lors du match entre Watford et Manchester City, où il y a une faute sur Raheem Sterling, penalty, et le tireur de penalty pour Manchester City, c'est Sergio Aguero, qui avait déjà marqué un coup du chapeau, qui n'est plus qu'à 3 buts, en fait, à 3 buts du record absolu de l'histoire de Manchester City. Donc tout le monde se dit que c'est Sergio Aguero qui va prendre ce péno. Pas du tout. On voit Raheem Sterling faire de grands signes à destination du banc de Manchester City. Et en fait, c'est Sterling qui l'a pris, donc sur lequel la faute avait été commise. Ce qui d'ailleurs est une trahison de la superstition de beaucoup de footballeurs. Quand une faute est commise sur toi et que ça devient un penalty, c'est surtout pas toi qui dois le tirer. Là, en l'occurrence, Raheem Sterling l'a tiré et a marqué. Mais la différence avec ce qui s'est passé... c'est qu'il n'y a pas eu de problème. La différence surtout qu'en fait, c'est que ça a montré qu'il y avait un très bel esprit d'équipe à l'intérieur de Manchester City, puisque c'est Sergio Aguero qui a fait comprendre à Pep Guardiola qu'il n'y avait aucun problème, qu'au contraire, il offrait le ballon à Raheem Sterling qui revenait de suspension, que c'était une façon de le récompenser d'avoir gagné ce penalty. C'était 5-0, il aurait pu marquer un but de plus. Et Guardiola a dit, les gars, puisque c'est comme ça, vous décidez, Sergio, c'est toi qui décides, c'est toi qui avais les clés en main, tu décides de les donner à Raheem Sterling, et il les a utilisées, ils ont gagné 6-0. Donc c'était un petit peu l'image en négatif de ce qui s'est passé pour le PSG, et je confirme ce qu'a dit Fred, en Espagne. C'est également valable en Angleterre. J'étais ce matin, j'étais avec les amis du Guardian pour faire un podcast sur le week-end de football en Europe. Et ça a fait partie des choses dont on a parlé. Ça a été la discussion très franche, dirons-nous, entre Cavani et Neymar. Ça fait vraiment beaucoup jaser. Alors ici, on se souvient de ce qui se passait quand Neymar était subordonné à Messi. Ça se faisait comment alors? C'est que c'est Messi qui décidait. Et puis Neymar, quand il arrivait au Barça, Messi c'est le meilleur, je suis au service de Messi, il est merveilleux, etc. Et jamais il aurait osé prendre un coup franc, un penalty. Simplement, le prince, Messi, et c'est vrai qu'il faut reconnaître que Messi, une fois dans un match comme ça, où Neymar avait beaucoup bossé, avait tiré au but plein de fois, avait loupé plein d'occasions, il était désespéré, il y a eu un penalty. Et Messi lui avait offert alors qu'il était en pleine lutte avec Cristiano pour le Pichichi. Et ça avait montré quand même que Messi donnait un peu de miettes à ses sujets, mais c'était bien. On n'avait pas pris ça comme de la condescendance Non, parce que c'était vraiment sincère, parce que Neymar était désespéré ce jour-là. Mais c'est vrai que Messi, il décide, il l'a fait avec Suarez aussi, chose que, soit dit en passant, Ronaldo n'aurait jamais fait, bien entendu. Il est tellement obsédé par les stats que c'est pas possible. Pour finir le petit tour d'Europe, David, t'as ça aussi toi? Ah oui, il y a une histoire qui s'est passée l'hiver dernier, c'était en février 2017. C'est le club d'Hambourg qui jouait contre Fribourg. Il y a 2-2, on est à 2 minutes de la fin. C'est pas arrivé, Robben. 2-2, non mais ça c'était sur des coups francs le Bayern, mais on peut en dire un mot aussi. Mais il y a un penalty pareil comme les messieurs qui sont exprimés à l'instant, pareil qui a été raté aussi. On est à 2 minutes de la fin d'un match entre Hambourg et Fribourg, il y a 2 partout. Vous vous souvenez qu'Hambourg a lutté les dernières saisons et s'est maintenu en première division avec beaucoup de miracles parfois. Et là, c'est Aaron Hunt, l'ancien attaquant de Werder Bremen, qui dispute à Gregoritsch le ballon, qui lui arrache des mains, qui tire le penalty. On est à 2 minutes de la fin et la victoire est possible pour Hambourg. Ça peut décider de beaucoup de choses. Il rate le penalty. Et ensuite, le penalty est arrêté par le gardien adverse, Alexander Schwolo de Fribourg, et il dit ensuite, c'est le pire penalty que j'ai tiré de ma carrière. Et Hambourg s'en est sorti, mais en l'occurrence, dans ce cas-là, il n'y avait pas de subordonné, il n'y avait pas de supérieur, il y avait simplement un entraîneur, Marcus Gisdol, qui était pas suffisamment à poigne pour dire c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. On y revient, et il y a eu cette espèce de débat qui a duré. Maintenant, ça va mieux à Hambourg, mais à l'époque, ça avait marqué quand même le public, Il faut terminer avec un cas célèbre dans le football français. Je remercie mon ami Victor de me le rappeler. J'avais un dernier cas aussi après. Celui-là, en plus, je viens de revoir et tout, et c'est vrai. 1980, Chypre, le fameux match en noir et blanc. Ah oui. Vous vous souvenez de ce match, évidemment. 7-0 pour les Bleus qui jouaient en blanc là-bas. Penalty, c'est pour le 3e ou le 4e but. Platini tirait les penaltys. Et là, Larios est venu, a pris le ballon, et Platini n'a pas moufté. Et entre les deux... C'était son dernier match, non, en équipe de France. Il a pu jouer en équipe de France. Et entre les deux, on sait qu'il y avait autre chose. Oui. Derrière, Et cela ne nous regarde pas.
Sinon, Simonet nous avait quand même envoyé une vidéo d'un match hongrois de ces petites histoires entre Pexi et Onved, où à l'arrivée, il y a un joueur qui se fait expulser parce qu'ils prennent jaune, les deux qui se chamaillent. Les deux se bagarrent, ils se battent, arrivent vraiment à se gifler presque pour tirer les pénaltys. Donc arrive l'arbitre, carton jaune pour les deux joueurs, mais Davide Lanzafame, italien, était déjà pris un carton jaune, donc expulsé sur les pénaltys. On va vous mettre la vidéo sur le compte de la C'est vraiment la chose, je pense, la plus absurde que j'ai déjà vue sur un penalty tiré et deux joueurs qui se frappent et une qui prend un carton. On y va sur les avis tranchés. On commence par l'Angleterre. Alors, tu veux nous parler de Liverpool ? Oui, écoute, je dirais pas que l'heure est grave à Liverpool. Ce que je dirais, c'est que peut-être, alors là, j'appelle David à mon secours, mais on commence à se poser des questions assez sérieuses sur Jürgen Klopp. Oui. Inéluctablement, Philippe. Inéluctablement, parce que, mine de rien, après l'énorme déconvenue du match du 2-2 contre Séville, où certes Séville a eu de la chance, Séville a été dominé, archi-dominé, écrasé, tout ce qu'on voudra, mais ça a fini 2-2. Ce week-end, c'est la même chose pour Liverpool à domicile. Encore une fois, l'adversaire est écrasé, humilié, tout ce qu'on voudra. Le résultat, un partout. Et on se rend compte que les stats de Jürgen Klopp à la tête de Liverpool en championnat ne sont pas supérieures à celles de ce génie Brendan Rodgers. Donc du coup, ça l'a fait un petit peu mauvaise et Klopp est arrivé à un moment où Liverpool attendait un entraîneur de ce type, extrêmement charismatique, un entraîneur qui puisse mettre le Pelican Field dans sa poche, qui est cette envergure qu'on attend d'un entraîneur de Liverpool et qu'on avait perdu depuis un bon bout de temps. Et on commence maintenant à se poser des questions sérieusement sur les limites de ce qu'il peut apporter à ce club, en ce sens que les erreurs ou les carences de cette équipe sont toujours les mêmes, que ce soit au niveau défensif, que ce soit au niveau du milieu de terrain, au niveau du marché des transferts, de l'incapacité, semble-t-il, de changer de mauvaises habitudes. Et du coup, Jürgen Klopp, tout excellent, remarquable, fabuleux communicateur qu'il est, commence à être discuté. Je ne vais pas vous dire que Jürgen Klopp, c'est il faut le virer maintenant, ou ce genre de choses. On n'en est pas du tout là. Simplement qu'il y a maintenant un vrai débat autour de ce qu'il peut apporter à cette équipe de Liverpool, à ce club de Liverpool, qui semble malgré tout stagner, malgré une finale de Coupe de la Ligue perdue, malgré une finale d'Europa League perdue. On pouvait penser que ça serait un tremplin. Visiblement, tu les vois jouer cette année et tu n'as pas l'impression que ce soit le cas. Daniel, Pierre, qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'ai l'impression. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Toujours été un peu fluctuant avec lui. Moi, exactement. Moi, ce que j'ai mis en avant, et j'en parlais souvent l'année dernière, et j'avais l'impression que cette année, en tout cas, on me disait moi que ça avait bougé, mais c'est que je suis pas sûr qu'il ait une super équipe dans les mains. Hein. Moi, on en a souvent parlé, Philippe. À chaque fois, je te dis, mais il y a plein d'endroits, dans son 11 où il y a des trous, hein, où même certains mecs qui sont des gars super rapides devant, sont pas bons tous les week-ends. Ils sont bons un week-end de temps en temps et généralement ils font partie de ce genre de mecs qui, quand ils sont bons, t'éclaboussent, quoi. Un peu à l'image de Mohamed Salah, par exemple, que t'adores un samedi et que t'aimes pas le samedi d'après. Et je prends lui comme exemple, hein, mais il y en a d'autres dans cette équipe. Il y a pas, parce qu'en fait, la défense n'est pas formidable. Il a pas une équipe de dingue non plus. Voilà. Moi, c'est pas les joueurs offensifs qui me posent problème dans cette équipe de Liverpool. Moi, c'est la défense, très clairement, et notamment la défense centrale. Voilà, après, le Séville, il y a 2 occasions à l'extérieur, ils mettent 2 buts. Ouais, en Ligue des Champions, je suis pas fan du tout, et ça, il dit pas rien, sauf. Oui, mais là, on parle pas d'une semaine de résultats. On parle d'un règne qui a quand même commencé il y a un certain temps de cela. On va bientôt arriver au 2e anniversaire. Oui, mais alors dans ce cas-là, Philippe, on pourrait dire, ok, il a remis le club en Ligue des Champions, alors que Liverpool n'y était pas depuis très longtemps. Dans un championnat, c'est pas facile. Ils ont gagné un titre l'année dernière. Bon, il y a des choses qui sont positives, mine de rien. Non, ils ont pas gagné. Ils ont été battus en finale 2 fois. Ils ont été battus en finale. Enfin, il y a 2 ans de cela. Je crois qu'ils avaient gagné la Coupe de la Ligue. Liverpool, non? Alors là, tout d'un coup, là, j'ai un fusible qui a pété dans mon cerveau. Si toi, il te manque un fusible, là, je sais pas. En attendant de vérifier ça, David, qu'est-ce qu'on en dit en Allemagne, David, de Klopp, justement, dont on parlait beaucoup, non?
il était particulièrement observé, particulièrement suivi dans les toutes premières semaines de sa présence en Angleterre, parce que c'était le phénomène Klopp, c'était il est génial, il va s'exporter, il est charismatique, il est capable de faire des miracles ailleurs. Et puis ça s'est un peu tassé aussi, parce que surtout parce qu'en Allemagne, en fait, on a les yeux de Chimène pour cette espèce de génération de jeunes entraîneurs dont je parlerai tout à l'heure avec Schalke, parce qu'on s'est dit que maintenant c'était surtout la finesse technique, la compétence des entraîneurs qui prenaient le pas peut-être. En ce moment, en tout cas, en Allemagne, sur ce charisme, cette capacité à embarquer les joueurs et les équipes avec le facteur humain. Voilà, donc ça s'est un peu calmé. Il y a eu effectivement, Jean-Louis, une énorme, pas campagne médiatique, mais il y a eu une énorme présence de Klopp sur les unes des magazines, etc. Dans les premières semaines de sa présence à Liverpool, et aujourd'hui, c'est relégué un peu plus au second plan, clairement. Ouais. Juste, je ne deviens pas fou parce que c'est le même coup qui m'est arrivé avec Hans Stappel l'autre jour. Je suis désolé, Daniel, c'est toi qui n'es pas fou, c'est moi qui le suis. C'est toi qui l'es. Hein. Manchester United avait battu ils n'ont pas gagné la Coupe de la Ligue. J'ai eu un moment de panique. Non, ils avaient perdu la précédente finale de Coupe de la Ligue. C'était contre Manchester City avec Willy Caballero qui sort ses arrêts incroyables. Ils sont revenus, je suis pas complètement fou allié un peu seulement. Ils sont quand même revenus en Ligue des Champions. Oui, mais je te signale que Brendan Rodgers les avait fait revenir en Ligue des Champions de manière beaucoup plus brillante. Alors on va me dire oui, mais il avait Luis Suarez. Ok, mais Luis Suarez, c'était à Liverpool sous Brendan Rodgers qui s'est vraiment révélé au tout premier plan, qui avait à ses côtés Raheem Sterling et Dan Sturridge. Je vois aujourd'hui une ligne d'attaque. Mais si ton avis est de dire que ça n'a pas vraiment progressé, ça je suis d'accord avec toi. C'est exactement ça. C'est que c'est pour ça qu'on se pose des questions. C'est qu'on attendait beaucoup plus d'un entraîneur. Si tu veux, il est tellement charismatique et je dis ça étant quelqu'un qui, j'ai souvent entendu le micro en face de Jürgen Klopp après des matchs et c'est vrai que c'est un mec qui t'embobine très facilement. Est-ce que Philippe, c'est pas la première ligue aussi qui rabaisse un peu les entraîneurs? Je sais pas. Ça n'a pas rabaissé Mourinho, ça n'a pas rabaissé Rafa Benitez. Ça rabaisse pas Pep Guardiola ce qu'il fait en ce moment. Non, Philippe, l'année dernière, Pep Guardiola, tout le monde pensait qu'il était fini, cramé, bouilli, poubelle. Il a fait de belles choses en première ligue aussi, quoi. Non, mais l'année dernière, je te dis pas ce qu'on a entendu sur Pep Guardiola quand même. On a entendu beaucoup de conneries, mais ça, bon. Non, mais ok, mais on en a entendu beaucoup. Et puis Benitez, il est revenu, personne n'a voulu de lui, il a dû recommencer en deuxième division. Et puis là, d'un coup, maintenant, il est dans le top 5 en ce moment. Donc ça y est, on commence à reparler de lui. Non, mais c'est un championnat qui est quand même très compliqué. L'homogénéité, la concurrence sur le terrain, chaque week-end, c'est compliqué de mettre en regard. On se rappelle pas ce qu'on disait tactiquement de Guardiola quand il se faisait rentrer dans la tronche dès qu'une équipe arrivait et lui mettait le fameux but en contre alors que lui il avait 150 occasions et que ça rentrait pas et immédiatement on disait c'est Guardiola qui est une pipe. C'est sûr que pour un entraîneur fin tacticien c'est préférable d'entraîner en Ligue 1 où là tu peux t'imposer tactiquement. Là c'est mais t'as raison de le dire, ça on le dit pas. Bien sûr, c'est un championnat très dur tactiquement. Bien sûr, si tu la mets pas facilement en place la tactique, on te laisse pas faire. Non. Mais je reviens là-dessus. Brendan Rodgers est arrivé. Brendan Rodgers a failli remporter le championnat d'Angleterre. Je vous signale que Jürgen Klopp, ça n'a pas été le cas du tout. Je vais pas dire par là que Jürgen Klopp. Je vais surtout pas dire que Jürgen Klopp est une pipe, un entraîneur de niveau zéro. Simplement qu'il y a beaucoup des carences et des défauts de cette équipe de Liverpool qui ont été, je dirais, cachés ou mis un petit peu en arrière-plan à cause de l'extraordinaire personnalité de cet entraîneur qui, c'est vrai, il y a des moments où il t'entraîne avec lui. C'est magnifique. Lovren Matip, pour moi, est le gros problème. Par contre, je trouve qu'il y a un truc qui match, moi, justement, entre Liverpool et ce coach. Ah, complètement. Complètement. Il y a une communion. Mais il faut changer autre chose que lui. Ah mais je ne dis pas qu'il faut le changer. Simonet, ce que je te dis, c'est que les problèmes qui sont visibles depuis un bon bout de temps et qui d'ailleurs prédatent pour beaucoup d'entre eux la venue de Jürgen Klopp n'ont toujours pas été résolus et qu'on commence à voir peut-être un autre Klopp que celui qu'on adulait il y a encore 6 mois de cela. Simonet, oui, pour finir. L'effet, au moins la vision que tous les coachs italiens qui sont allés en première ligue, toutes les choses qu'ils disent, c'est que les rôles changent. Tu deviens pas seulement entraîneur, tu es manager, donc tu as un rôle de choix plus grand. Tu dois assumer des responsabilités majeures. Ce que je vois en club, c'est qu'il n'a pas été capable de
comprendre que les faiblesses, et là il peut intervenir parce qu'il est Jürgen Klopp, il a de l'argent à dépenser, que les vraies faiblesses sont dans un secteur du terrain et assumer les choix et dire il faut intervenir là-bas. Je préfère dépenser 50 millions pour un défenseur central plutôt que pour prendre Salah. Lui, il peut faire ça. Pour l'instant, il a pas compris, il n'a pas voulu le faire. Donc sa limite, c'est pas sur le fait d'être entraîneur, mais je le vois sur le fait d'être manager. C'est ça, et d'identifier. Ou alors c'est qu'il n'a pas vu les besoins. Ouais, bah oui. Là, c'est plus problématique. Ouais, là, ceci à leur entraîneur. Allez, Simone, t'enchaînera dans un instant sur ton avis tranché. Ça concerne Naples, puis il y aura celui de Fred sur la blessure de Dembélé et David Lorto sur Schalke. C'est l'after jusqu'à minuit sur RMC et sur BFM Sport. À tout de suite.